Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Moi, c'est Justin Yo et vous êtes bienvenue dans notre podcast Inspiration d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode et je reçois Monsieur Yo Yofunigi Jean Mohamed on va traiter ensemble sur le thème de l'école ivoirienne. Dans un premier temps, on va parler de l'école publique, ensuite l'école privée, puis faire une comparaison entre ces deux systèmes. Et ensuite, le second thème, on va parler du programme Un étudiant d'ordinateur. Avant de commencer, je vais d'abord te laisser te présenter au Oui, public. Je me permets de te tutoyer oui, c'est bien ça. pour être plus chill et plus bon, tranquille. Exactement. Donc, comme tu l'as si bien dit, moi c'est Monsieur Yeo Ifunigi, principalement ingénieur et ivoirien en général. Ok, d'accord. J'espère que ça va bien pour toi. Tranquille. Ok. Donc, sans plus tarder, on va dans le vif du sujet. L'école ivoirienne, le premier thème. Ok. Oui, ça va ton avis sur l'école publique. Dans l'enseignement public, je pense qu'on a plusieurs choses à dire, il y a beaucoup de Ouais. choses à dire. Aujourd'hui, on forme des milliers de personnes qui sortent de ce système-là. Ouais. C'est bientôt le résultat du bac. Ouais. Mais la principale question aujourd'hui qu'on pourrait se poser là et maintenant, c'est de savoir réellement les personnes qui seront déclarées bacheliers demain. Quel serait l'impact, disons, sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aujourd'hui à la Côte d'Ivoire et l'impact du système qui a été construit pour eux, dans lequel ils ont grandi Ouais. et aujourd'hui qui vont peut-être, pour les heureux élus, en tout cas célébrer le bac. Ouais. C'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'il en est. Ouais. Et donc, dans ce système public-là, disons que ça remonte en très longtemps. Et le système éducatif aujourd'hui que connaît la Côte d'Ivoire est un bilan, est un résultat quand même de tout ce qui a pu précéder, en tout cas les décennies, les dernières décennies. Et il fut un temps, je me rappelle, nos parents, ils ont tendance à nous dire qu'à notre temps, l'école n'était pas aussi facile. Et ma question c'est, est-ce que c'est une question de difficulté ou est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'un délaissement que nos parents ils ont constaté lorsqu'ils nous sortent cette phrase-là? Ouais. Moi, je pense que c'est un peu des deux. Je pense que il y a la rigueur. C'est vrai que le Premier ministre a dit que c'est dans la souffrance qu'on se construit, c'est dans la souffrance qu'on finit par être joyeux. Et aujourd'hui, on a remarqué que peut-être pour certains, en tout cas, cette souffrance, cette part de difficulté, cette part qui rendait l'école assez challengeante, en tout cas pour les étudiants, pour les élèves, a disparu, d'où ce constat. Donc, pour parler vraiment de l'évolution de notre système éducatif, je peux dire qu'il fut un temps où l'école publique était quand même, c'était le trésor, c'était l'Eldorado pour tout écolier, tout étudiant ambitieux en tout cas. Ses parents ils essayaient en tout cas pour la plupart d'aller dans ces écoles-là parce qu'on savait que l'État construisait des cadres, l'État participait, disons, à créer en tout cas des personnes, à développer certaines compétences qui étaient aptes à aller sur le marché, qui étaient aptes à développer et à mettre à profit ce ils auraient appris. Tu vois? Et lorsqu'on suit les statistiques, la vérité c'est que l'école privée a pris le dessus, en quelque sorte, avant de rechuter. Ouais. Mais aujourd'hui, moi je peux dire que l'école ivoirienne souffre l'école publique en tout cas souffre de quatre principaux mots. Hein, Ouais. quatre principaux mots. Et aujourd'hui, on le sait tous, on le dit, mais la vérité, c'est que les programmes changent beaucoup. Ouais. Surtout au niveau du primaire et au collège, voire souvent même au secondaire, en tout cas jusqu'à la terminale. Les programmes changent beaucoup. Donc, on a plusieurs éditeurs, en fait, qui sont arrivés sur le marché, qui proposent des programmes avec des contenus très variés, très différents. Aujourd'hui, dans ce même système-là, on a des personnes qui ne se reconnaissent pas, en tout cas pour certains parents, qui n'arrivent plus à faire cette passation de documents. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais moi, en tant qu'aîné, je sais que mes petits frères ont utilisé mes documents. C'est-à-dire les livres, donc les cahiers d'application. Donc, en fait, et les cahiers d'intégration, c'est les documents en fait, que moi j'ai exploité, que derrière ma petite soeur a repris et que d'autres personnes ont pu reprendre derrière. Parce que je me dis qu'à un moment donné, avec cette continuité, ça permettait à ces personnes de se comprendre, mais aussi ça permet de former un type de cadre qu'on veut pendant une certaine période. Pourquoi pas évoluer après, mais lorsque l'évolution est annuelle, chaque année ici on a un nouveau programme, chaque année on a un nouveau livre,
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que à un certain moment, les chargés de pédagogie, vraiment les pédagogues, en tout cas qui sont censés réfléchir, construire nos systèmes, n'ont pas apporté la bonne réponse. C'est un signe de faiblesse de l'école ivoirienne, de l'école privée, publique, disons. Donc, du coup, vous pensez que en fait, ça déstabilise. Ça déstabilise effectivement, cela déstabilise l'apprenant, surtout qu'il n'est pas en mesure de se référer. On a les grands frères, on a tous, vous savez qu'un grand frère, mais si le grand frère qui est au CM2 doit encadrer son petit frère qui est au CM1, qui n'a pas vu le même programme que lui, je ne doute pas des compétences du grand frère, mais la vérité c'est qu'il est en quelque sorte perdu en fait pour communiquer ce qu'il aurait appris à son petit frère direct. Donc imaginez le mal qu'il peut avoir à communiquer cette compétence à un système qui est très extérieur à lui. Donc c'est quelque chose qu'il faut dire. Le second point aujourd'hui, c'est que, je suis désolé, mais quand on prend les taux de réussite, disons, au baccalauréat, de 1970 à 2023, la vérité c'est que on s'est rendu compte que les taux étaient faibles. Bon, pas pour les taux faibles de réussite, mais la vérité c'est que quand tout le monde réussit, on se pose des questions. Ça, c'est une égalité. Je fais partie des personnes qui croient vraiment que l'école doit être élective et que les personnes qui sortent de cette école-là doivent être des personnes qui peuvent s'affirmer, qui peuvent venir proposer certaines compétences qu'ils auraient développées eux-mêmes ou à travers l'école, en tout cas pour la majorité des compétences, au marché et aussi aux besoins de la nation. Donc, la vérité, comme je le disais tout à l'heure, vraiment, c'est une question vraiment que on a remarqué que nos autorités surveillent un taux de réussite et non le nombre de personnes qui auraient réussi. Parlant même du mot réussir, je vais relativiser dessus. Parce que la vérité, on réussit du point de vue de qui? Ma question principale, c'est de savoir aujourd'hui, réussir au bac, est-ce que ça fait de nous un bachelier? Je laisse la question en suspens. Mais je pense qu'aujourd'hui, on surveille le nombre de taux de réussite et non le nombre de cadres qu'on injecte dans la société. C'est très important. Le troisième point, en tout cas, que moi je trouve un peu triste, c'est l'inadéquation formation-emploi. C'est une grande réalité. Aujourd'hui, on a des personnes qui sortent, qui ne savent pas du tout où s'orienter, en tout cas. Aujourd'hui, tu changes avec un bachelier, tu le prends, là, qu'est-ce que tu veux faire? À part les métiers de rêve qu'on a tous cités, pilote, je ne sais quoi, mais à part ces métiers-là, il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas connus du grand public. Et quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on adapte la formation que l'on va subir à l'emploi que l'on peut faire? C'est dans les deux sens. Donc, l'inadéquation formation-emploi, moi je pense que c'est une triste réalité. Il faut dire la vérité. Il y a un grand fossé entre la partie où l'étudiant il apprend et la partie où il se trouve en entreprise. C'est-à-dire que les deux mondes sont différents, mais il y a une connexion qui peut se faire de sorte que cette transition école-entreprise soit facile. Et moi je pense que c'est à travers les maquettes de formation qu'on peut faire ce pont-là. Ce pont, pour passer de la formation à l'emploi, je pense que c'est à travers les maquettes de formation qui doivent être établies, selon moi, par les trois parties. Moi, je le dis très clairement, je pense qu'il faut que les étudiants soient à la table de discussion. L'État, en second lieu, et les entreprises, en tout cas en troisième lieu. C'est bien de créer des organisations de conférences, mais il est super, en tout cas avantageux d'aller jusqu'au bout. Prenons aujourd'hui le cas de la commission des titres de l'ingénieur, CTI, que beaucoup d'écoles africaines recherchent, notamment même l'INPHB essaie de passer sous la tutelle de cette organisation. Une égalité, c'est que au sein de cette organisation, lorsqu'on prend la tête de cette organisation, les étudiants sont à la table de discussion. On a une commission étudiantine qui participe à l'élaboration, en tout cas à la mise en place de certaines dispositions qui peuvent leur permettre d'apprendre mieux, d'apprendre bien et aussi d'apprendre exactement ce qu'il faut pour le domaine. Donc je pense que c'est un système qu'il faut calquer. Il faut essayer vraiment de ramener ces trois grandes parties-là à la table. Parce que la vérité, c'est qu'on se dit que l'école se porte bien, parce que l'UNICEF l'a dit. Mais ma question, c'est est-ce que cette bonne santé de l'école-là se perçoit dans notre société? Est-ce que c'est lorsque un parent il met son enfant à l'école, est-ce que c'est ce qu'il ressent en retour? Est-ce que c'est ce qu'il voit en retour? Est-ce que c'est ce qu'il perçoit? Est-ce qu'il perçoit cette bonne santé-là à travers l'étudiant qu'il a chez lui? Moi, je pense que non, pour la plupart. Moi, je pense que non. Et puis, le dernier manque, en tout cas, et puis je pense que la faute, je peux la crier, elle est du fait des enseignants. Aujourd'hui, on a des enseignants qui sont mal formés, c'est une réalité, qui auront du mal à transmettre
c'est un bon savoir. Excusez, c'est mal formé, je dirais pas, mais est-ce que c'est pas du fait qu'en fait, on a beaucoup d'étudiants maintenant, on a un nombre d'étudiants, il faut de plus de places, plus d'écoles, et former rapidement des enseignants pour le système. Vous pensez que c'est mal formé? Il ne faut pas confondre, on peut former rapidement, Ouais. mais il faut surtout prendre le temps de bien former. Moi, je crois que l'État a l'intelligence d'avoir ce qu'on appelle les statistiques à sa disposition. Ouais. Aujourd'hui, avec la démographie, on a la possibilité d'identifier le nombre de naissances. Ouais. Donc, en 2000, on peut identifier le nombre de naissances. En 2024, disons, on pourrait identifier le nombre de naissances. Ouais. Savoir que dans 18 ans exactement, Ouais. l'étudiant, l'enfant qui est né, est potentiellement un bachelier, puisque le cas est obligatoire en Côte d'Ivoire. Ouais. Il est potentiellement en terminale. Et on a la possibilité aujourd'hui de savoir, en tout cas de se projeter, dans 10, 20 ans, 18 ans, 10 ans même exactement pour être précis, le nombre de tables qu'il faut en Côte d'Ivoire, en fonction des régions de naissance. Aujourd'hui, la technologie des statistiques, ça sert à ça. Donc on a la possibilité d'aller sur ces terrains, d'exploiter ces statistiques-là, et puis de voir dans quelle mesure on peut construire le nombre d'écoles qu'il faut, préparer le nombre de tables qu'il faut, mais aussi aller au-delà, former les enseignants qu'il faut. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire en 2024, il y a des écoles où l'enfant il est en 4e, il est en 3e, c'est-à-dire à la porte du BPC, où il va choisir, soit il va s'orienter en série littéraire ou scientifique, mais il n'a pas de professeur de maths. Le choix est bien difficile. Aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Diawara, il crie qu'aujourd'hui, on n'a pas de professeur de maths, d'enseignants supérieurs pour enseigner les mathématiques. Mais c'est pas qu'au supérieur, au secondaire aussi, on a ce problème. C'est qu'on n'a pas de professeurs de mathématiques. Et ça fait que quand les personnes arrivent à un moment donné, on n'arrive pas à former les cadres. Moi, je crois que, je ne dis pas que la littérature ne fait pas d'une société, j'y crois, mais je crois que les sciences sont encore mieux. Moi, c'est mon avis sur l'école ivoirienne. Moi, je pense que l'école privée souffre de ces trois grands mots-là. Et je pense qu'il faut les traiter avec aisance et délicatesse. Le second thème, c'est l'école privée. Moi, avoir votre avis sur l'école privée, c'est un business ou bien c'est une autre politique qui permet d'aider l'État pour gérer ce nombre grandissant d'étudiants. Moi, je crois qu'il y a des domaines qu'on peut sous-traiter, qu'on peut, disons, délaisser au privé. Ouais. Mais il y a des domaines qu'il ne faut pas sous-traiter, qu'il ne faut pas communiquer au privé. Je suis désolé, même quand le privé, il en ressort, c'est un privé, mais national. Ouais. Il faut vraiment relativiser. Ce sont des questions qu'il faut mieux traiter et bien traiter surtout. Dans la mesure où je crois fermement au fait que en abandonnant, parce que on peut accepter, disons, que le privé participe à la formation de certains cadres. C'est important. Mais on n'abandonne pas son système éducatif au privé. Moi, c'est ce que je voulais dire. Parce que lorsqu'on observe, comme je disais les tendances en début de ce podcast, il fut un temps, l'école publique était la référence. On a dit, ouais, Était la référence. Quand avant tu étais dans une école privée, c'était considéré comme. En fait, on s'est dit, l'enfant elle a échoué, c'est pour ça le privé. C'était un échec. Quand le public, on dit, mais c'est un dieu. Maintenant là, attends, ça. On a un inversement de tendance où on se dit, ouais, il est au privé, donc il est bien cadré. Oui, en fait, c'est bien ça. La situation, c'est que l'école privée, à un moment donné, a pris les dessus sur l'école publique. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Mais cela s'explique. Lorsque on fait les crises, et qu'à un moment donné, il faut rebâtir sur de bonnes bases, le privé s'est proposé, le privé a pris le relais, et on a remarqué que, tiens, en fait, le privé arrive à former mieux, à un certain moment en tout cas, former mieux que le public. Dans la mesure où notre enfant qu'on met à l'école, il n'est pas assis avec ses camarades à 3 sur une table. Ils ne sont pas assis à 4 sur une table. Ils ne sont pas en manque de table, en tout cas, à ce temps, dans les écoles privées. Voilà. C'est pourquoi c'était cher. Mais les parents, soucieux de l'avenir de leurs enfants, n'hésitaient pas à payer, à débourser des sommes qui étaient très importantes. Quand on regarde le salaire moyen en Côte d'Ivoire, pour l'éducation des enfants. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les parents sont conscients et ils acceptent de souffrir pour l'avenir de leurs enfants. Mais l'État qui dit que l'avenir de la nation, c'est la jeunesse, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Mais disons la vérité, c'est qu'on a laissé tomber ces enfants.
Et donc, moi, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, après avoir pris le relais, en tout cas la main à l'État, en fait, à l'enseignement public, l'enseignement privé s'est saturé. Saturé pas au niveau, pas par rapport à la couverture sur le territoire national, bien sûr, je précise, mais l'enseignement privé s'est saturé dans sa capacité à innover, sa capacité à se projeter afin d'aller au-delà de ce que de la concurrence qui était proposée au public. Vous comprenez? Donc à un moment donné, tiens, cette recherche de performance, cette recherche cette exigence qu'on avait avec les élèves qui quittaient le privé pour migrer vers qui migraient du public au privé, lorsque cette exigence a baissé parce qu'on va augmenter le nombre d'étudiants ou d'élèves, c'est normal que les résultats commencent à dégringoler, se rapprocher de ceux du public. Ça, c'est une réalité. Et de l'autre côté, en plus, je le dis comme tu as dit, c'est vraiment un business juteux. Juteux dans la mesure où l'école privée coûte cher. Et aujourd'hui, les personnes, disons, les personnes qui ont les moyens de construire les salles de classe, sans aucune connaissance ou exigence pédagogique, décident de construire des écoles, de faire des demandes d'orientation. Mais encore à qui la faute? À l'État. L'État qui, selon moi, envoie ses enfants, son avenir en tout cas dans ces écoles privées là, mais sans effectuer des contrôles de rigueur. Je suis désolé, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de contrôle de rigueur sur ces établissements privés. Je ne peux pas accepter que l'école publique n'aille pas bien, l'école privée non plus. Mais c'est que l'école en Côte d'Ivoire ne va pas bien. Je pèse mes mots, mais je ne dirais pas comme ça que toute l'école ivoirienne ne va pas bien. Mais une grande partie de l'école ivoirienne souffre. Dans la mesure où on n'est pas dans la mesure où on ne peut pas assurer une bonne éducation, une bonne intégration dans la société, mais aussi dans les entreprises, lorsque on a des gens qui sortent de notre système de formation. Et donc c'est clair, c'est net, ce système-là, c'est un business qui est juteux, c'est un système qui rapporte à des personnes qui malheureusement sont beaucoup plus intéressées à l'argent qu'à leur apport au système. Aujourd'hui, je prends une école d'exemple qui est Blaise Pascal. Aujourd'hui, c'est une école aujourd'hui qui fait la fierté, qui essaie de mettre la concurrence à l'INP, qui est une école publique, l'une des meilleures même du Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a des personnes qui sont politiques qui sortent de ce système-là. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on remarque que ce ne sont pas les mêmes conditions. Mais pourtant, lorsqu'on est dans l'école privée, au secondaire ou au primaire, mais c'est la catastrophe. Il faut à un moment donné que l'État puisse prendre son bâton, en tout cas de pèlerin, faire le tour de tous ces établissements-là, faire des audits. On a fait l'état ça s'est fait les états généraux de l'éducation, on le fait. Et quelles sont les conclusions qu'on en tire? Est-ce qu'on communique ces conclusions à la société afin que chaque des particuliers, des personnes qui prennent à cœur en tout cas l'éducation en Côte d'Ivoire, des chefs d'entreprise puissent convoquer des colloques, s'organiser de sorte qu'on puisse construire un système qui va produire après dans 15-20 ans un certain nombre d'élites qui vont participer comme autrefois vraiment à la construction de la Côte d'Ivoire, à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Moi je pense que si aujourd'hui on n'a pas atteint l'émergence à l'horizon 2020, c'est parce que depuis 2000 l'éducation a chuté, depuis 2000 l'éducation a échoué en Côte d'Ivoire. Du coup là, dans votre propos, je comprends que pour vous, il y a des écoles d'excellence, des écoles publiques, l'INPHB. Oui, il y a des écoles d'excellence, bien sûr. C'est pas l'impression que vous pensez qu'il y a un favoritisme par rapport aux autres écoles? Il n'y a pas de favoritisme. Moi, je dis, je le crie tout le temps. Je crois qu'on doit payer au résultat. Je crois qu'on paye au résultat. La vérité, c'est que l'INP va produire plus de cadres que d'autres écoles. L'école scientifique, le lycée scientifique a produit plus de bacheliers, en tout cas avec des taux intéressants, avec des grandes chances de réussir, que d'autres écoles. Donc, je ne demande pas à ce qu'on délaisse
Non, les je ne dis autres pas écoles. délaissé, mais je dis plus, est-ce qu'il y a, vous pensez qu'il y a une discrimination de ces écoles, c'est-à-dire du scientifique c'est bien plus cadré par rapport à un lycée lambda. Bonne question, d'ailleurs, bonne question. Je crois que, en fait, je crois à beaucoup de choses. Et je crois sûrement au fait que euh, l'État doit être rigoureux et l'État doit prendre le parti des gagnants. On construit un État, on construit un pays, on construit une nation sur la base de l'excellence qu'on produit, sur la base du résultat qu'on produit et sur vraiment la base de l'exigence que l'on se donne. Donc, si les étudiants ou les élèves qui sont dans ces lycées, que d'autres peuvent en tout cas qualifier de favoriser, moi je trouve que dans une certaine mesure, c'est parce que ces écoles ont prouvé. On prouvé qu'elles pouvaient aller loin, mais on prouvé qu'elles pouvaient apporter plus à la Côte d'Ivoire, qui ont prouvé qu'elles étaient des piliers, en tout cas de l'éducation, en tout cas qui tenaient, malgré que d'autres piliers, en tout cas d'autres parties dégringolaient. Moi je pense qu'il faut les encourager. Moi je suis pour l'école pour les meilleurs. Complètement. Oui. Ok, alors ça c'est notre débat. C'est bien vrai qu'on a parlé de l'école privée, l'école publique. Oui. Maintenant, on parle d'une organisation qui existe. Je dirais pas une organisation, mais une fédération, la FESIS, qui est considérée comme la fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Oui. Elle a été créée en 90 pour défendre les droits des étudiants. Mais aujourd'hui, quand on entend le mot FESIS, moi dans ma tête, ça résonne terreur. Et puis, je ne suis pas le seul à penser ça. En fait, il y a plusieurs étudiants ivoiriens qui le pensent. Donc, c'est pas. Selon vous, quel est le bilan de la FESIS depuis sa création et pourquoi on a toujours sur cette image de terreur à la FESIS? Je crois il serait difficile pour moi, et puis en tout cas prétentieux, de ma part de vouloir dresser un bilan de la FESI, en tout cas étant un membre externe, je suis extérieur à l'organisation, à la fédération. Personnellement, je ne me suis jamais senti, en tout cas étudiant ou élève, en tout cas je ne me suis jamais senti représenté au sein de cette organisation. Je n'ai pas senti mes valeurs être défendues au sein de cette organisation. Pourtant, j'ai fait des écoles privées, des écoles publiques, par ailleurs, je le dis, mais bon, c'est une réalité. Moi, j'ai fait l'école publique du début à la fin de mon cursus. La vérité, c'est que cette organisation n'est plus une organisation apolitique, c'est plus une organisation pour les étudiants, c'est une organisation qui a été détournée, disons, à des fins politiques, soyons clairs. Aujourd'hui, la FESI est plus politique que scolaire. Ça, c'est un premier problème. Le second problème, c'est que on manque d'encadrement de cette organisation, dans la mesure où on a des textes de loi qui encadrent la création sous certaines conditions d'associations, de fédérations, d'organisations. C'est vrai qu'on est libre de s'organiser dans un pays démocratique, mais toutefois, on respecte les règles, la loi de ce pays, on se soumet au respect de l'autorité. Mais la vérité, c'est que la FESI a grandi, la FESI menace, mais la FESI a pris le dessus sur le ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, on répond à toutes les exigences, mais surtout les mauvaises. Pas celles qui participent à la construction aujourd'hui d'un système éducatif compétitif. Donc, selon vous, ils ont pris le dessus, oui, non, je le dis. Non, je sais, ils ont en fait, leur mission, ils sont plus dans leur mission, ils font d'autres choses en fait. Ils font d'autres choses, ils font tout sauf défendre les droits des étudiants. Moi, je suis désolé, mais la vérité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont au sein d'une fédération qui essaient de lutter pour tout, sauf pour les élèves. Ouais. On les voit descendre dans la rue quand il s'agit de questions politiques, on les voit descendre dans la rue quand il s'agit d'argent, de finances. Mais jamais on les verra descendre dans la rue ou disons aller mener des négociations pour que en fait on ait plus d'amphi, aller voir et puis discuter, proposer des solutions pour qu'on ait plus de programmes, plus de partenariats avec les structures afin que l'éducation soit meilleure. En fait, ça me fait penser à un truc au niveau des professeurs qui font payer les documents aux professeurs. Parce qu'après moi, je me dis qu'en tant qu'étudiant, je me suis inscrit à l'université, je dois avoir mes cours gratuitement en fait, mais les professeurs qui mettent des documents à vendre à des prix exorbitants et ils obligent les gens à les acheter. Exactement. Les faits, si vous pensez qu'ils auraient pu jouer un rôle dans ce truc, pour moi, c'est pas normal qu'un étudiant
il s'inscrit difficilement déjà en Côte d'Ivoire. Oui. Et après, il est obligé de payer des documents chaque trimestre. Et je pense que ça, peut-être c'est des sommes, je pense qu'il y a, c'est un système qu'on doit dénoncer. Pour moi, c'est pas normal en fait. Dénoncer, c'est un bien piètre mot. Moi, je crois qu'on a dissoudre la fédération. Moi, personnellement, je suis pour que l'État prenne ses responsabilités, dissolve vraiment cette organisation, et puis essaie d'encadrer en tout cas vraiment de nouveau. C'est parce que on a des personnes qui sont celles de la fédération, qui ont l'âge de nos parents. Nous, on n'est plus étudiants, mais on a des personnes qui sont celles de cette fédération, qui ont la barbe blanche. Je suis désolé, mais pas par gêne, mais c'est par le vécu. Ils ont la barbe blanche. Mais il faut que vraiment on essaie d'encadrer, de revoir les tests, d'abord de dissoudre, la recréer, peut-être sous une autre appellation, certainement. Mais la première question que tu m'as posée, c'est au niveau du bilan. Je suis désolé, mais quand on me pose la question de faire le bilan, je dis que je ne peux pas le faire, mais la vérité, c'est aussi que quand on parle de Fesc, on parle de Blé Goudé, on parle de Surogum, ma question c'est est-ce que ce sont les meilleurs exemples? En tout cas, ce ne sont pas des personnes que moi je vais peut-être prendre pour exemple pour construire un système éducatif qui est pertinent. Parlons des diplômes, parlons du niveau d'insertion. Le dernier emploi de Blé Goudé, c'était quoi? Personne. Le dernier emploi du Surogum, c'était quoi? Personne. La vérité, c'est ça.